La France de Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front. Cette magnifique rencontre, attendue depuis 4 ans, se produit en pleine bataille, en pleine victoire. Le 24 août au soir, et surtout le 25, après avoir bousculé la ceinture que l'adversaire s'efforçait de maintenir à l'ouest de Paris, nous sommes dans la place. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. « 20 août 1944, aux premières lueurs du jour, les résistants investissent l'hôtel de ville comme ils l'avaient prévu. Léo Hamon se présente devant René Bouffet, le préfet de la Seine nommé par Vichy, qui est dans l'hôtel de ville, et lui dit « Au nom du Comité parisien de la Libération et pour le compte du gouvernement provisoire de la République française, je prends possession de l'hôtel de ville. » Bouffet est arrêté puis emmené à la préfecture de police où il rejoint son collègue Bussière. L'hôtel de ville est placé sous la protection du commandant Aimé Lepercq de l'OCM, assisté du capitaine Roger Stéphane. Comme pour la préfecture, toutes les personnes travaillant pour Vichy se rallient à la cause de la résistance. Le buste du maréchal Pétain est retiré, on récupère des armes et le bâtiment est transformé en camp retranché. Le nouveau préfet, Marcel Flouret, vient prendre peu de temps après la possession du bâtiment. À 7h30, la délégation tient une nouvelle réunion dans l'avenue Lovendal. On y divulgue de très bonnes nouvelles qui concernent l'occupation de l'hôtel de ville. Il s'y confirme que les Allemands semblent respecter la trêve qu'ils ont fixée. Le CNR tient également une réunion et se demande s'il faut arrêter la trêve ou la continuer. Mais n'étant pas nombreux, les présents remarquent qu'ils ne peuvent plus donner leur point de vue. Les hommes de la délégation qui représentent la résistance gaulienne défendent l'idée de la trêve et souhaitent un repli des FFI vers la banlieue. Encore une fois, on pense à Varsovie. Léo Hamon, qui vient de voir le consul Nordling, communique les termes de la trêve. Mais pour les communistes, cette trêve permet aux troupes allemandes de réaliser leurs opérations de repli avec énormément de facilité, ce qui est une traîtrise pour la cause des Alliés. Après un débat houleux, un vote a lieu à 5 voix contre 1. La prolongation de la trêve est acceptée, mais pas plus de 24 heures. Une délégation formée de Chaban-Delmas, Hamon et Pré doit aller négocier ses bases avec les Allemands au consulat de Suède. À 11h, ils arrivent à vélo chez Nordling. Vers midi, l'accord est conclu sur les bases définies par le CNR. Les Allemands pourront évacuer Paris par les boulevards sous le contrôle des FFI, mais par contre, ils refusent de céder leurs points fortifiés. Parodi diffuse une proclamation qui annonce la trêve et ordonne au chef FFI de suspendre les combats. À peine annoncé, il y a déjà des problèmes. Le Comac, où les communistes sont majoritaires, vote pour l'abandon dans la trêve. Lors de cette réunion, Roltanguy est déçu de ne pas avoir été consulté et il refuse de respecter cette trêve. Il placarde une nouvelle affiche dans les rues de Paris sur laquelle il est écrit « La lutte continue ». De ce fait, les communistes et certains résistants profitent de l'accalmie pour occuper les dernières mairies qui ne sont pas encore sous leur contrôle. En début d'après-midi, le délégué général Alexandre Parodi et ses adjoints Émile Lafont et Roland Pré sont arrêtés rue de Lille par les Allemands. Sur eux, ils découvrent le brassard des FFI, mais aussi bon nombre de documents secrets et des affiches qui appellent la population à se révolter contre les oppresseurs. L'officier de la Feldgendarmerie les conduit à la villa de la Gestapo à Saint-Cloud où on songe à les fusiller. Mais le général von Choltitz intervient, ordonnant de les ramener à l'hôtel Meurice. Ils arrivent à 14h30 pour s'entretenir avec von Choltitz et le consul Nordling. Malheureusement, on ne peut affirmer avec certitude ce qui a été dit lors de cet entretien, car les différents témoins ont des versions différentes. Il est compliqué de les raconter ici, mais d'après les historiens, ils auraient parlé de la trêve qui n'a pas été respectée par la résistance, et il aurait été dit que le général allemand serait obligé de prendre des mesures beaucoup plus sévères. Comme le dira Parodi, il n'est pas à la tête d'une armée régulière, donc la discipline n'est pas parfaite. Il en profite pour demander à von Choltitz de cesser les patrouilles dans la ville. Au bout de 2 heures d'une discussion qui n'est pas tellement décisive, von Choltitz donne l'ordre de les relâcher en les remettant à Nordling. Von Choltitz tend sa main à Parodi, mais celui-ci refuse de la serrer avant de partir de son bureau. La trêve est cependant mal respectée. Sur cette seule journée du 20 août, les FFI dénombrent 27 attaques dans Paris et sa banlieue. Les barricades se multiplient dans le quartier Saint-Séverin. Désormais, on se bat place d'Italie, boulevard de l'Hôpital, avenue des Gobelins, autour de l'hôtel de ville, à Villejuif ou à la mairie de Neuilly. Les Allemands, eux, continuent de garder les ponts et ne semblent pas vouloir les abandonner. Bien sûr, si on croit que les Allemands sont restés passifs face à ces attaques, c'est une bien belle erreur. Les Allemands, dans la nuit du 16 août, ont exécuté 35 jeunes résistants à la cascade du bois de Boulogne, ce qui provoque une émotion énorme dans la capitale.
Ce même jour du 20 août, à Vincennes, un détachement de la division SS Das Reich, connu pour avoir commis le massacre d'Oradour-sur-Glane en juin, torture et exécute 26 civils dans les douves du château. Des faits bien tristes pour libérer Paris et qui sont malheureusement souvent oubliés. Malgré ces représailles, Rol-Tanguy donne l'ordre de continuer le combat. Mais pendant ce temps-là, à l'extérieur de Paris, De Gaulle a eu vent de cette insurrection qu'il faut aider au plus vite pour éviter qu'elle ne soit broyée par la machine de guerre nazie. Le 20 août, à Tournières, dans le Calvados, De Gaulle rencontre le général Eisenhower. Lors de cet entretien, De Gaulle insiste sur les risques qui pourraient évoluer si on laisse une situation de désordre et d'anarchie dans Paris, laissant entrevoir la perspective d'un coup de force des communistes. Les Américains ont de plus en plus de renseignements sur ce qui se passe à Paris. Les Allemands sont de plus en plus affaiblis, ce qui veut dire que les troupes alliées ne seront pas confrontées à un nouveau Stalingrad, mais que la population risque sa vie dans cette insurrection. Le général Eisenhower, après avoir écouté ses services de renseignement et De Gaulle, réfléchit à envoyer des troupes sur Paris, mais il se demande bien quelle division il pourrait envoyer aider la résistance. Au soir, Rol-Tanguy souhaite contacter les Alliés pour qu'ils viennent le plus vite possible à son aide. Les précédentes délégations envoyées par Rol-Tanguy n'ont pas pu atteindre les lignes alliées. Mais cette fois, il envoie le commandant Cocteau, dit Gallois, chef du premier bureau de son état-major. Il est accompagné du docteur Monod et tous deux doivent atteindre les lignes alliées au plus vite. La résistance parisienne a besoin de ce renfort maintenant, il faut convaincre les Alliés. 21 août 1944, une réunion se tient sur la place d'Enfer-Rochereau pour évoquer le sort de la trêve. La réunion dégénère en dispute entre le communiste Villon et le gaulliste Chaban-Delmas. Mais finalement, le CNR vote pour un compromis sur une proposition d'Alexandre Parodi. La trêve est prolongée, mais seulement jusqu'au 22 août à 16h, soit jusqu'au lendemain. Le colonel Lisée, l'adjoint de Rol-Tanguy pour la Seine, donne l'ordre dans la soirée de construire de nouvelles barricades. De son côté, après un long voyage fatigant, le commandant Cocteau atteint les lignes alliées où il rencontre en personne le général Patton. Après avoir écouté attentivement le commandant Cocteau, Patton, ne restant pas insensible à la détresse de la résistance qui se bat dans les rues de Paris, ne peut pas intervenir pour venir à son secours. Il va cependant proposer à Cocteau de rencontrer son supérieur hiérarchique, le général Bradley, qui est à Laval. Ce qu'il va faire, il se met en route pour pouvoir leur expliquer la situation. 22 août 1944, Alexandre Parodi songe désormais à abandonner la trêve. À la préfecture de police, devant Chaban-Delmas, Rol-Tanguy et Krieger, il ordonne la fin de la trêve. Pourquoi ce revirement de situation ? Parce que la veille, Chaban-Delmas a annoncé la présence de 150 chars Tigre dans Paris, mais en réalité, c'est complètement faux. Alexandre Parodi rencontre dans la journée Rol-Tanguy et ce dernier lui confirme que les combats reprennent, même si en réalité, ils n'ont jamais cessé. Rol-Tanguy publie un nouvel ordre qui dit « À chacun son Boche ». Il demande en même temps à Chaban-Delmas de se retourner vers les Alliés pour obtenir des armes, sinon ils ne tiendront pas. Les FFI vont réaliser des coups très audacieux. Ils vont prendre le contrôle du grand dépôt d'essence de la gare Belleville-Villette. Ils bloquent un train allemand dans un tunnel de la Petite Ceinture entre la place Gambetta et les buttes Chaumont. Après plusieurs heures de siège, 80 Allemands se rendent en abandonnant armes et munitions. Pendant ce temps-là, pour affermir son autorité, Alexandre Parodi souhaite réunir un conseil des ministres à l'hôtel Matignon, en compagnie des secrétaires généraux des ministères. Pour cela, il demande à Yvon Moranda de prendre possession du bâtiment. Ce dernier s'exécute et enfourche en compagnie de sa secrétaire leur bicyclette. En chemin, les deux personnes se perdent, car pour Moranda, l'hôtel Matignon ne peut se trouver que rue Matignon. Finalement, ils arrivent à bon port, où ils sont face aux gardes du corps de Pierre Laval, mais ces derniers ont rejoint l'insurrection et ont pris le contrôle du bâtiment. L'ensemble du personnel, chef du protocole en tête, se met au garde à vous et Moranda peut commander la préparation du conseil pour 14 heures. La trêve, quelle qu'en soit l'issue, a sauvé la préfecture de police, dont l'avenir était incertain. En plus, la délégation générale a pu achever l'occupation des ministères en préparant un conseil des ministres. Les Allemands, quant à eux, ont profité de cette trêve pour accélérer leur mouvement de repli à travers Paris. À l'extérieur de Paris, le commandant Cocteau atteint Laval, croise sur l'aérodrome de Laval le général Leclerc et en profite pour l'informer de la situation à Paris. Il est inutile de convaincre le général Leclerc de venir aider les résistants à Paris, mais il attend l'ordre qui l'autorise à se mettre en route vers Paris. Pour le moment, il ne l'a pas et il est obligé d'attendre, même s'il prépare déjà ses hommes à prendre la route pour la capitale. Au cours de l'après-midi, le général Eisenhower change ses plans, car De Gaulle a été très persuasif. Le général américain charge le général Bradley d'engager la 2e DB vers Paris. C'est à 18h que le général Bradley annonce au général Leclerc qu'il peut faire mouvement sur Paris. Au cœur de la capitale, dans la soirée, le général von Choltitz rencontre de nouveau le consul de Suède Nordling. Le général allemand explique lors de cet entretien qu'il a reçu de nouveaux ordres venant de Berlin. Suite à la dégradation militaire dans la capitale française, il doit demander aux équipes de minage de placer des explosifs dans Paris. En somme, Hitler lui donne l'ordre de détruire Paris et de défendre la ville jusqu'au dernier homme. L'OKV précise, lui, que des V2 sont prêts à tomber sur Paris et le QG ouest de Model confirme à son tour les ordres pour détruire les ponts. Il confie à Nordling qu'il n'approuve pas cet ordre, mais il refuse de se rendre sans combattre.
Il expose à Nordling une solution. Il faut raisonner la résistance en intervenant par exemple directement via De Gaulle. Nordling informe le préfet Luizet et Alexandre Parodi qui créent le soir même une ambassade. Elle est composée de 5 hommes. Rolf Nordling, qui est le frère du consul, mais qui doit rapidement céder sa place suite à un malaise. Alexandre de Saint-Phal, qui est l'un des financiers de la délégation générale. Le banquier Jean Laurent, qui est l'ancien chef de cabinet de De Gaulle au ministère de la Guerre en 1940. Le baron von Posch-Pastor et le colonel Olivier, qui est le chef de l'antenne parisienne de l'intelligence service. Le général von Choltitz donne l'ordre aux 5 hommes d'arborer sur leur véhicule le pavillon suédois pour qu'ils puissent franchir les contrôles allemands. Le 23 août 1944, au matin, les 5 hommes arrivent à Naufle-le-Château. Ils s'entretiennent avec le général Patton et avec le général Juin. Patton va leur demander de grimper dans un avion pour atteindre l'aérodrome de Laval où ils pourront s'entretenir avec son supérieur hiérarchique. Dans l'après-midi, ils font face au général Bradley qui annonce qu'une opération militaire est déjà en cours pour rejoindre la capitale. Car dans la matinée, dans la région d'Argentan, les chars de la division Leclerc se mettent en action pour prendre la route vers la capitale. Et le soir, ils vont s'entretenir avec le général de Gaulle à Rambouillet. Dans la capitale, en revanche, le climat est toujours aussi tendu. Les Allemands abandonnent la rue au FFI et contrôlent uniquement les points vitaux de Paris, comme les usines électriques, les centraux téléphoniques, les dépôts de vivres, et se retranchent dans leurs différents points fortifiés. Mais il arrive quelquefois que les Allemands reprennent certains bâtiments, comme la chancellerie, où les résistants ont décampé des lieux en voyant les troupes allemandes se rapprocher. Et quand les Allemands repartent, la résistance revient prendre possession du bâtiment. Au sein de la capitale, se dressent plus de 600 barricades. Dans la rue de Rivoli, par exemple, on compte pas moins de 6 barricades. Le journaliste Jean Galtier-Boissière, qui sort promener son chien, est témoin de ce qui se passe place Saint-Michel. Une mitrailleuse est en position sur le trottoir, prenant en enfilade le pont Saint-Michel. Elle est servie par un grand jeune homme blond et élégamment habillé. Sur les trottoirs de gauche et de droite du boulevard, une dizaine de jeunes hommes en bras de chemise, brassards au biceps, le mousqueton à la main et brandissant de petits revolvers. Quelques-uns portent le casque du poilu. Ces combattants sont entourés d'une 50aine de badauds qui attendent les événements. Les accrochages entre les FFI et les Allemands vont se multiplier, surtout sur les principaux nœuds de circulation, au croisement des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel, place du Châtelet ou sur le Pont-Neuf. En début d'après-midi, une colonne blindée allemande qui remonte les Champs-Élysées est prise à partie à partir du poste de police du Grand Palais qui est occupé par les FFI. Les tankistes allemands répliquent et tirent des obus, mettant le feu au bâtiment. Mais les combats vont encore s'intensifier durant les prochains jours. Un fait surprenant va se passer durant cette journée du 23 août. La BBC va annoncer par erreur que Paris est libéré. Les Parisiens entendent même à la radio la cloche de Saint-Paul ou de Westminster sonner la libération de leur propre ville. Nul doute que cette annonce va renforcer l'ardeur de la résistance. 24 août 1944. Les combats font rage dans tout Paris, surtout autour du Sénat et de la République, qui sont les principaux points fortifiés allemands. Une forte pluie fait soudainement son apparition, mais ça n'empêche pas les FFI de tenir la rue. Roltanguy lance 2 importantes offensives, une contre les Buttes-Chaumont et une autre contre la caserne de la place de la République. Les Buttes-Chaumont sont un véritable succès pour la résistance, tandis qu'à la place de la République, c'est un cuisant échec. Les contre-attaques allemandes contre la mairie du 2e arrondissement dans la rue de la Banque, entre la Bourse et le Palais Royal et contre les barricades de la rue de Bourgogne mettent à mal la résistance. Car les FFI manquent d'armes lourdes et ils sont incapables de prendre de force les zones fortifiées où les Allemands peuvent sortir en force avec des tanks ou des automitrailleuses. Mais ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes, ne peuvent pas recevoir de renforts et en plus, les forces d'occupation continuent d'évacuer Paris tout au long de la bataille. Ils sont sans cesse harcelés par les FFI et désormais une autre menace pèse sur l'avancée des troupes alliées sur la capitale. Les garnisons de von Choltitz se retrouvent assiégées dans leurs blocos et leurs zones fortifiées. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est le même problème. Les FFI ne peuvent pas vaincre sans les alliés et la Wehrmacht peut reprendre certains bâtiments, mais elle est incapable de contrôler pleinement la ville. Roltanguy envoie un nouvel émissaire rencontrer les alliés, le lieutenant Petit-Leroy, pour qu'ils viennent au plus vite. Ce dernier arrive à Antony où il rencontre le général Leclerc et l'informe que le général von Choltitz a reçu l'ordre de Berlin de détruire Paris et que le temps est désormais compté. Le général Leclerc comprend la situation et lui transmet une lettre pour la transmettre au général von Choltitz, lettre dans laquelle il est écrit qu'il rend le général allemand responsable de la destruction des monuments parisiens. Petit-Leroy tente de revenir à Paris avec cette précieuse lettre, mais il est malheureusement tué lors de son trajet. Cependant, et contre toute attente, la lettre arrivera bien entre les mains du général von Choltitz. Finalement, Roltanguy est informé que les troupes alliées sont à moins de 20 km de Paris et qu'on se bat déjà dans les banlieues ouest et sud. Dans la soirée, un avion de la 2e DB survole la capitale et lance un message. « Tenez bon, nous arrivons !» Vers 20h, le groupement tactique de Langlade arrive devant le pont de Sèvres. Dans le même temps, Billotte arrive à la Croix de Berny, qui se trouve au sud de Paris. Le général Leclerc, lui, donne l'ordre au capitaine Drone, qui est à la tête d'un détachement léger, de partir en éclaireur vers Paris. 1 heure après son départ, soit à 21h22, le capitaine Drone arrive à l'hôtel de ville.
Quelques minutes plus tôt, à 22h15, suite à un appel de Pierre Schaeffer sur les ondes de la radio nationale tombées entre les mains de la résistance, toutes les cloches de Paris sonnent. À 22h30, le son des cloches est diffusé par la BBC. À l'hôtel Meurice, le général von Choltitz appelle le GQ du général Model, qui se trouve à Cambrai, et fait écouter le son des cloches de Paris qui se sont tues depuis 4 ans. Mais avant que la 2e DB ne puisse arriver dans Paris, elle a subi bon nombre d'aventures. En effet, alors que le général de Gaulle arrive au Mans, il reçoit une lettre du général Leclerc qui dit « Devant une telle paralysie, j'ai pris la décision suivante. Guibon est envoyé avec un détachement léger en direction de Versailles, avec ordre de prendre le contact, de me renseigner et d'entrer dans Paris si l'ennemi se replie. Je ne peux malheureusement en faire de même pour le gros de ma division pour des questions de ravitaillement en carburant et afin de ne pas violer ouvertement les règles de la subordination militaire. » Le 21 août, le détachement de Guibon, qui comprend un escadron de 10 chars légers, 2 pelotons d'automitrailleuses, 2 sections d'infanterie de 150 hommes sur half-track, prend le départ de Fleuret où est installé le PC de Leclerc pour se diriger vers Versailles. Car oui, la 2e DB est mise en arrière-garde de Gaulle et approuve l'ordre donné par le général Leclerc pour cette initiative. Le soir du départ du détachement de Guibon, il arrive à Nogent-le-Roi et le lendemain, il progresse jusqu'à Rambouillet où il finit par se heurter à une forte résistance allemande à Trappes. La mission de Guibon est simple, passer entre les mailles du filet de la 3e armée, car pour Leclerc, il faut que les troupes françaises participent avec les Américains à la libération de Paris. Le général Leclerc ordonne à Guibon d'être gouverneur militaire de Paris en 2e délégation, car Leclerc exerce déjà la sienne au nom du général Koenig et il doit s'installer aux Invalides. Le détachement de Guibon ne passe malheureusement pas inaperçu, il est repéré lorsqu'il traverse Senonches. Cette nouvelle est transmise au général Guéroff, commandant le 5e corps d'armée, qui, fou de colère, ordonne au général Leclerc de rappeler ses éclaireurs. On commence à connaître le caractère de Leclerc, il refuse d'obéir à cet ordre. Le général de Gaulle rassure Leclerc en affirmant qu'il couvre son geste d'avoir envoyé des éclaireurs et qu'il ne va plus tarder à recevoir un ordre pour se diriger vers Paris. Le plus gros de la 2e DB est regroupé au nord de la forêt des Couves, qui se trouve à 200 km de Paris. Mais il ne faut jamais dire que c'est impossible, surtout au général Leclerc, qui se rend le 22 août au QG de Hodge à Laval en Mayenne, où il pourra également trouver le général Bradley. C'est à cet endroit qu'il rencontre Cocteau, l'émissaire envoyé par Rolles Tanguy, qui l'informe de la situation dans Paris. Le général Bradley annonce officiellement au général Leclerc que sa 2e division blindée peut faire mouvement sur Paris, en restant sous les ordres du 5e corps de Guéroff. Il sera accompagné de la 4e division d'infanterie US de Barton. Eisenhower et Bradley avaient voulu la présence d'un contingent britannique, mais le général Montgomery décline l'offre. Avant que le général Leclerc ne parte retrouver ses hommes, il fait savoir que Paris doit être prise rapidement. Il faut que tout soit réglé avant la fin de la trêve. Mais ce que les commandements américains ne savent pas, c'est que la trêve n'est plus. Le général Leclerc, en désobéissant à plusieurs reprises, montre qu'il s'est placé sous les ordres du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire français. Leclerc, après avoir appris la bonne nouvelle, repart à son QG de Fleuret. Le départ des troupes est fixé à 6h30, mais à 1h du matin, il est réveillé par un appel téléphonique du général Guéraud qui lui demande de partir sur Paris le plus tôt possible et lui communique ses instructions. Les ordres sont prendre la N10 selon l'axe C, Mortagne, Rambouillet, Versailles, Porte de Sèvres. 2 groupements tactiques de la 2e DB font mouvement sur cet axe en compagnie de l'artillerie et des éléments du génie du 5e corps. Un 3e groupement tactique fait mouvement plus au sud, avec la 4e division d'infanterie US, qui elle se porte plus vers la droite, le long de la RN 188. Dans les 2 colonnes, ce sont les Français qui occupent la tête. Mais Leclerc va changer ses plans en s'adaptant à la situation, grâce à Guibon qui est parti 2 jours plus tôt et l'informe de la résistance allemande à Trappes. Avec l'accord de Gaulle, il souhaite porter l'effort principal au sud et non au sud-ouest de Paris, le long de la N20. Dans ce secteur, il envoie 2 groupements tactiques commandés par le colonel Billotte et reçoit pour mission principale de pénétrer dans Paris par les portes d'Orléans et de Gentilly, de pousser jusqu'au Panthéon, puis de ressortir de la ville par l'est en remontant la Seine et de tenir les ponts sur la Marne. Le groupement tactique de Dillot doit progresser en soutien du GTV et doit nettoyer Paris en poussant vers Pantin. Le GTL du lieutenant-colonel Langlade doit rester au sud-ouest et doit exercer une diversion en évitant Versailles le long de la vallée de Chevreuse pour aboutir au pont de Sèvres. Les éléments de Morel-Delville et de Guibon doivent simuler une attaque en direction de Saint-Cyr, un peu plus au nord du GTL, en direction des ponts de Sèvres et de Saint-Cloud. Leur objectif est de tenir Versailles et Sèvres et de pousser dans Paris jusqu'à la place de la Concorde où doivent se faire la jonction des GT. Le général Leclerc prévoit de fixer son PC à l'hôtel Crillon. Son plan est simple, l'effort principal doit se porter au sud de la ville, en direction des portes d'Orléans et de Gentilly, avec une grosse diversion vers l'ouest, en direction des ponts de Sèvres et de Saint-Cloud. Face à eux, il y a la première armée allemande, renforcée par la 7e armée qui s'est échappée de la poche de Falaise. En tout, il y a 11 000 combattants allemands et dans Paris, il y a 6 000 combattants pour défendre les zones fortifiées.
Le général von Choltitz confie le commandement du dispositif au lieutenant-colonel von Aulock, qui doit couvrir la retraite des troupes allemandes. Il décide d'étendre les forces allemandes au sud-ouest de Paris sur 2 lignes parallèles. La première ligne est Poissy-Versailles-Massy. La seconde, plus au nord, est Villacoublay-Fresnes. Au sud-est de la ville, les Allemands ont organisé un autre arc de cercle qui s'étend de la Marne à Villeneuve-Saint-Georges. L'affrontement est donc inévitable. De Gaulle, qui est au château de Rambouillet, rencontre le général Leclerc et lui dit « Vous avez de la chance ». Puis il le salue et lui donne rendez-vous à Paris. Pendant toute la journée du 23 août, la 2e DB fonce vers Paris, où elle est parfois freinée en cours de route par la liesse de la population. Mais ça n'empêche pas son avance éclair, car au soir, elle n'est plus qu'à 25 km de Paris. Pourtant, les généraux américains se plaignent de la lenteur de la 2e DB, comme l'a écrit dans ses mémoires le commandant du 12e groupe d'armée. Pendant les 24 heures qui suivirent, la 2e DB se traîna à regret entre 2 murs gaulois, tandis que leurs compatriotes ralentissaient l'avance des Français à grand renfort de vin et de liesse. Bien que je ne pusse les blâmer de répondre à l'hospitalité de leurs gens, je ne pouvais pas attendre non plus que cette unité dansât sur son chemin jusqu'à Paris. Si von Choltitz devait rendre la ville, il fallait respecter notre contrat. Zut pour le prestige, dis-je à Allen. Dites à la 4e de les doubler et de se charger de la libération. Apprenant cet ordre et craignant un affront fait à la France, les hommes de Leclerc montèrent dans leurs tanks et brûlèrent les routes de briques. Face à ce témoignage, bon nombre d'historiens se posent la question de savoir où ce général a vu des routes en briques en France. Mais c'est certainement le nom qu'il a donné au pavé qui était à l'époque sur certaines routes de France, mais pas sur toutes. Bradley a donné l'ordre la veille au soir, soit le 22, la 2e DB était alors à 200 km de Paris, et en plus elle est partie sans carte de la région parisienne. Heureusement qu'il y avait des Parisiens engagés dans la 2e DB qui ont pu montrer la route. Mais en vérité, en cours de route, la 2e DB a dû se confronter à de durs combats avant d'atteindre Paris. 24 août 1944, le général Leclerc donne un ordre de mission qui est de s'emparer de Paris. Contre toute attente, le colonel Langlade progresse rapidement. Après avoir franchi les champs de mines dans les environs de Châteaufort, la colonne Langlade grimpe le plateau de Saclay, où elle se heurte vers 10 heures à un point de défense allemand muni de canons de 88 et de mitrailleuses. A Toussus-le-Noble. Le sous-groupement de Massu attaque et perd 2 Sherman. L'artillerie pilonne la position allemande, mais les Allemands tiennent bon et ne comptent pas se rendre. Le capitaine Fonde, du régiment de marche du Tchad, prend le Petit Jouy. Les chars du 12e régiment de chasseurs d'Afrique prennent le carrefour du Morum, où 2 routes se croisent, celle de Jouy et celle de Versailles. Massu parvient à prendre Jouy-en-Josas. Le sous-groupement Mijonais contourne l'obstacle pour atteindre lui aussi Jouy-en-Josas. Le GT de Langlade reprend sa progression, longe le terrain d'aviation de Villacoublay, contourne le bois de Meudon et se heurte au rond-point de Clamart, une zone défendue par les Allemands, mais ils sont rapidement submergés. Billotte progresse difficilement. En tête se trouve le sous-groupement du lieutenant-colonel Putz, un Alsacien vétéran des brigades internationales, qui commande le 3e bataillon du régiment de marche du Tchad, comprenant dans ses rangs un grand nombre de républicains espagnols. De leur côté, les premières défenses allemandes sont rapidement submergées. Des accrochages ont lieu à Massy, mais finalement, l'avance continue. Putz touche la lisière d'Antony. Plus à gauche, le sous-groupement Varabio est face à la ténacité des Allemands à Vissou, où il perd 2 chars. L'avance continue encore. La population se trouvant au milieu des rues accueille ses libérateurs. Dans cette joie qui symbolise la paix, les drames continuent malgré ce moment d'euphorie, comme ce témoignage. Subitement, des rafales claquent, des obus éclatent. La foule s'égaille et s'enfuit comme une volée de moineaux. Ça et là, des morts, des blessés restent étendus sur la chaussée et sur les trottoirs. Une magnifique jeune fille qui avait grimpé sur un char et qui embrassait un grand garçon du 501e lâche le bord de la tourelle qu'elle s'agrippait des 2 mains, glisse le long du blindage les 2 bras en l'air, bascule sur la chenille, tombe à la renverse sur la route. Elle a reçu plusieurs balles en pleine poitrine. Son corsage est tout sanglant. Au carrefour de la Croix de Berny, sur la N20, un canon 88 allemand bloque le carrefour. Comment faire pour passer cet obstacle ? La solution vient aux combattants. Un habitant d'Antony vient à leur rencontre et leur dit où passer pour éviter ce canon. Cet habitant est convié à monter dans la Jeep du capitaine De Vitas, qui commande la 2e compagnie du 501e régiment de chars de combat. Il guide les blindés à travers des petites rues adjacentes qui longent les murs du parc des Sceaux. Arrivé sur les arrières du canon de 88, un char Friedland le détruit. Mais Billotte est de nouveau arrêté devant la prison de Fresnes, qui est un endroit fortifié où les Allemands se battent admirablement. Billotte est à court d'essence. Il doit s'arrêter dans le secteur de la Croix de Berny avant de reprendre sa progression le lendemain. Le général Leclerc, toujours au plus près de la bataille comme le général Patton et le maréchal Rommel, est dans une Jeep. Il est à peine protégé par un peloton de protection, les lunettes contre la poussière sur le képi et sa canne qui tient toujours dans la main. Comme les liaisons radio sont coupées entre les 2 colonnes de la DB, il n'a pas la vision sur toute la bataille en cours. Leclerc suit le GT de Billotte. Toute la journée, il harcèle les officiers de liaison qu'il rencontre et se plaint de la lenteur de Billotte, et par le fait qu'il ne suit pas ses instructions qui sont d'éviter les grosses agglomérations de Paris, et dit
Dites à votre colonel de ne pas se laisser accrocher, qu'il déborde, qu'il manœuvre. Vous avez bien compris ? En fin d'après-midi, le général Leclerc arrive à Antony, énervé par la lenteur de Billotte et le suit de très près. De plus, il a appris que le général Guerhoff a donné l'ordre à la 4e division d'infanterie US, commandée par Barton, d'entrer dans Paris le 25 août à 2h du matin. Le général Leclerc donne l'ordre de faire décoller un petit Piper Club de l'artillerie divisionnaire pour apporter un message de soutien aux résistants parisiens. Vers 18h30, l'équipage découvre les rues de Paris vides et lance devant la préfecture de police un parachute relié à un petit paquet où il est marqué « Le général Leclerc me charge de vous dire « Tenez bon, nous arrivons ». Le lieutenant-colonel Crépin, commandant l'artillerie de la 2e BB. » Ce message remonte le moral de la résistance à Paris. Dans les environs de 19h, Leclerc arrive à la Croix de Berny et tombe sur le capitaine Drone, un Français libre de la première heure et vétéran des campagnes du Tchad. Le patron, surnom donné à Leclerc par ses hommes, voit soudainement Drone et lui dit « Drone, qu'est-ce que vous foutez là ? Mon général, je me rabats sur l'axe. J'en ai reçu l'ordre, réitéré et formel. Drone, filez droit sur Paris, entrez dans Paris !» Leclerc pointe avec le bout de sa canne la capitale. Drone s'exécute et forme un détachement léger de 150 hommes. Il se tourne vers ses soldats, les républicains espagnols de la Nueve, qui font partie de la 9e compagnie du 3e bataillon du régiment de marche du Tchad, qui ont pratiquement tous rallié l'Afrique du Nord en 1943 et dont les half-tracks portent les noms des batailles de la guerre d'Espagne. Madrid, Guadalajara, Brunete, Guernica. El Capitan, surnom donné à Drone par les Espagnols, annexe une section du génie et 3 Sherman de la 2e compagnie du 501e, qui vont entrer dans la légende, les chars Montmirail, Champaubert et Romilly. Comme dans l'après-midi, un jeune habitant d'Antony, Georges Chevalier, se propose pour guider la petite colonne dans les ruelles de la banlieue sud. Il passe par l'Aille-les-Roses, Cachan, Arcueil, le Kremlin-Bicêtre pour ensuite arriver à la poste de Gentilly à 20h45. Les Parisiens croient tout d'abord que ce sont les Allemands, puis croient voir des Américains, mais finalement non, c'est une division française qui est là. Drone essaie de se faire comprendre à la population pour trouver un chemin pour rallier l'hôtel de ville. Un Arménien, Lorenian Dikran, qui est sur sa moto, sert de guide pour éviter les barricades des FFI et les points fortifiés allemands. Juste avant de reprendre la route pour suivre Dikran, une jeune femme alsacienne des PTT monte sur la Jeep de Drone. Après lui avoir demandé de descendre, celle-ci refuse. Finalement, la colonne reprend sa route et suit Dikran qui la guide dans Paris en évitant les grands axes. Il passe par la rue Baudricourt, la rue Nationale, la place Pinel, le boulevard de l'Hôpital, le pont d'Austerlitz, le quai de la Râpée et le quai des Célestins. Finalement, Drone et sa colonne arrivent à 21h22 devant l'hôtel de ville. Drone gravit l'escalier d'honneur et entre dans la salle où il est accueilli par le président Georges Bidault du CNR et André Tollet du CPL, qui sont entourés de Joseph Laniel et de Daniel Mayer du CNR. Drone note dans ses mémoires. Minute infiniment émouvante que cette rencontre des combattants de la France libre et des résistants parisiens. Bidault tente de prononcer un discours, mais il n'y arrive pas car l'émotion l'en empêche. Un reporter de la radio est présent et il réalise l'interview des soldats de Leclerc. Il questionne des soldats de la France libre qui sont arméniens, espagnols, bretons ou fils de personnes habitant Paris. Drone demande que l'on acclame le général de Gaulle car il viendra le lendemain. Puis, il se rend à pied à la préfecture de police où il est accueilli par le préfet Luizet, le délégué général Parodi, le délégué militaire Chaban-Delmas et par une haie de gardiens de la paix en uniforme qui rend les honneurs. Pendant ce temps, Massu et ses hommes sont arrivés au pont de Sèvres et rien ne s'oppose à leur progression dans Paris. Leclerc envisage de donner l'assaut durant la nuit, mais Guillebon l'en dissuade car l'opération est beaucoup trop risquée. L'attaque finale aura lieu le 25 août au matin. Vendredi 25 août 1944 au matin. Le temps est magnifique sur Paris, ça change de la pluie diluvienne de la veille. La 2e DB investit Paris en même temps que la 4e division d'infanterie US. La 1re et 7e armée allemande, qui avait établi les lignes défensives dans les banlieues sud-ouest et sud pour ralentir la 2e DB la veille, a profité de la nuit pour se replier vers l'est, suivant le mouvement général des armées allemandes. Les bureaux administratifs allemands sont très mal défendus et seulement une dizaine de points fortifiés, essentiellement sur la rive gauche, résistent encore. La bataille sera violente. Les Allemands se battent avec énormément de détermination, car tous redoutent d'être livrés au FFI ou aux civils. Des snipers ou des petits groupes sont installés sur les toits ou dans les appartements. Ces éléments sont formés d'Allemands, mais aussi de miliciens ou de civils français qui sont dans la collaboration. Les nombreux groupes de FFI vont se joindre à la division Leclerc pour se battre à ses côtés, mais certains d'entre eux, devant les hommes de la 2e DB, se livrent à des scènes de lynchage contre des collaborateurs ou de soldats allemands. Les civils en liesse gênent énormément la bataille qui est en cours dans les rues de Paris. Au petit matin, la logistique américaine ramène le ravitaillement dont les gars de Leclerc et la 4e division d'infanterie US ont besoin. Pendant ce temps, tous sont pressés de rentrer dans Paris et tous vont se laver, se raser et changer de linge. Chaban-Delmas vient chercher le général Leclerc à Antony et il entre dans Paris par la porte d'Orléans où il est acclamé par la foule.
Il s'arrête dans un premier temps sur la place d'Enfer Rochereau, là où est installé le PC de Rol-Tanguy, qui est absent. Finalement, Leclerc se ravise de s'installer à l'hôtel Crillon, car Boissieu a essuyé des coups de canon au carrefour de Port-Royal. Il décide donc de s'installer à la gare de Montparnasse, qui offre des installations téléphoniques modernes. Des voitures radio sont positionnées rue de Rennes, face à la gare, pour compléter le système de communication avec les GT dispersés dans Paris. Leclerc fait dresser une table et tirer une ligne téléphonique sur un quai. Désormais, il a un nouveau plan. Assurer le contrôle des grands axes, puis frapper à la tête et prendre au plus vite l'hôtel Meurice, le PC de von Choltitz et l'hôtel Majestic. Si von Choltitz capitule, tous les points fortifiés tomberont. Vers 13h, Leclerc se rend à la préfecture de police où le préfet Luizet fait servir un magnifique repas. Ce comportement irrite Leclerc au plus haut point car dans la préfecture de police règne une ambiance de kermesse alors que la bataille n'est pas terminée. Il s'isole dans la salle de billard avec le général américain Barton dont les hommes doivent assurer la sécurité dans tout l'est parisien, ce qui permet à la 2e DB de s'occuper des centres de commandement allemands au centre et à l'ouest de la ville. Les deux hommes se mettent d'accord sur le fait que l'est de Paris, de la gare de Lyon à Vincennes, soit sous le contrôle des Américains. La 4e division d'infanterie US se regroupe au sud de Paris, sur la rive gauche de la Seine. Le général Barton désigne le 12e régiment d'infanterie US pour entrer le premier dans Paris et il sera escorté par le 102e groupe de cavalerie. Les FFI et les cheminots en grève guident les Américains qui entrent dans Paris par la porte d'Italie et atteignent Notre-Dame. Le reste de la 4e division d'infanterie investit les gares de Lyon et d'Austerlitz et oblique en direction de Vincennes et des ponts de la Marne. Le groupement tactique de Billotte entre dans Paris par la porte de Gentilly, remonte la rue Saint-Jacques et atteint le Luxembourg, le Louvre et l'hôtel de ville. Deux sous-groupements sont formés. Putz se tient sur la rive gauche, au carrefour Saint-Michel, où l'un des chars de Vitas détruit un panthère allemand. Varabio, lui, s'installe sur la rive droite, place du Châtelet, avant de s'élancer par la rue de Rivoli vers l'hôtel Meurice. Le Meurice, les Tuileries, le ministère de la Marine et la place de la Concorde forment une zone fortifiée. Le détachement drone prend d'assaut le central téléphonique des archives avec l'aide des FFI et des civils. En début d'après-midi, le sous-groupement Putz quitte le carrefour Saint-Michel et tente d'investir le point fortifié du Sénat. Il est aidé par des groupes FFI, dont les FTP du colonel Fabien. Après 3 heures de combat et un panthère mis hors de combat, le bâtiment est toujours entre les mains des Allemands. Le sous-groupement Noiret suit les boulevards extérieurs, remonte la Seine en direction du Champ de Mars et de l'école militaire, tandis que le sous-groupement Rouvillois emprunte le boulevard Montparnasse en direction des Invalides et du puissant Palais Bourbon où la zone est également fortifiée. Une section de Noiret, commandée par le lieutenant Jourdan, bifurque vers le Trocadéro et emprunte la rue Kléber pour réduire au silence le blocos qui se trouve au bout de l'avenue. Pendant ce temps, le capitaine Perceval mène l'assaut contre l'école militaire. Pendant plus de 2 heures, les chars et les obusiers de la division Leclerc arrosent les positions allemandes. Vers 14 heures, un char défonce la grille d'entrée et les hommes de Perceval nettoient l'intérieur de l'école. Un autre détachement, conduit par le capitaine Noiret, fonce vers le Champ de Mars, où il déploie un immense drapeau tricolore sur la tour Eiffel. Le sous-groupement rouvillois prend la caserne de La Tour-Maubourg et se tourne vers la puissante zone fortifiée du Palais Bourbon et du Quai d'Orsay. Attaquer du côté de la Seine? Impossible, car les chars panthères sont en position place de la Concorde. Rouvillois décide d'attaquer par le sud, par les rues de Bourgogne et de l'Université. Mais le Quai d'Orsay est isolé, impossible d'avancer à cause d'une barricade FFI. Il faut que la 2e DB dégage cette barricade pour avancer. Pendant 3 heures, les canons pilonnent la position allemande. Billotte décide de provoquer un incendie pour forcer les Allemands à se rendre, mais les pompiers sont sur les lieux pour éteindre le feu, même si Billotte leur demande de ne pas l'éteindre. Les Allemands ne comptent pas se rendre et ils vont continuer à résister. Le GT de Langlade, lui, s'élance du pont de Sèvres. Il nettoie le secteur des usines Renault et l'hippodrome de Longchamp, puis pénètre dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Les hommes de Langlade tombent sur une mitrailleuse FFI mise en batterie, mais un autre groupe de FFI, dirigé par Henri Bizot, leur sert de guide. Le sous-groupement de Massu avance par l'avenue Mozart, la rue de la Pompe, la place Victor Hugo. Par moments, le char s'éloigne pour débusquer un tireur isolé ou détruire un blocos allemand. Vers 13h, les hommes de Massu arrivent à l'Étoile, où ils déploient un drapeau tricolore sous l'arc de triomphe. Un char est placé devant chacune des 12 avenues et Massu, suivi de Langlade, salue la tombe du soldat inconnu. Des coups de feu retentissent depuis le Majestic, dans l'avenue Kléber. Le colonel allemand qui commande l'hôtel veut négocier et demande à se rendre aux troupes régulières. Langlade refuse toute discussion et exige une reddition immédiate que Massu et ses hommes obtiennent sans peine. Pendant ce temps, une autre colonne du GT de Langlade descend les Champs-Élysées et se dirige vers la Concorde, où les Allemands ont déployé des blindés pour défendre le périmètre de l'hôtel Meurice. La caserne de la République est également attaquée par d'autres éléments de la 2e DB et des FFI. Ces derniers ont réussi à faire tomber la caserne Clignancourt et la poste qui se trouve à l'angle de la rue de 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra. Le Concorde est le point de ralliement des 3 groupements tactiques et elle entre dans le cœur de la bataille.
Au sud de la place, vers la rive gauche, le GT de Dillot mène l'assaut contre le palais Bourbon. Sur la place elle-même, le capitaine Buis, du groupement tactique de l'Anglade, livre un combat de chars pendant que le GT de Billotte, arrivé par la rue de Rivoli, entreprend le siège de l'hôtel Meurice. Le général von Choltitz, lui, n'a plus de liaison avec les principaux points d'appui dans Paris. En somme, il peut encore donner des ordres dans le périmètre Concorde-Rivoli-Opéra, où il dispose de 4 chars, 17 voitures blindées et environ 300 combattants. Le colonel Billotte se rend à la préfecture de police où il retrouve les chefs gaullistes de l'insurrection parisienne qui l'informent sur l'état de la situation. À 10h30, il adresse un ultimatum au général von Choltitz. J'estime que la résistance des troupes allemandes n'est pas susceptible d'être efficace. Afin d'éviter toute effusion de sang inutile, il vous appartient d'y mettre fin immédiatement. Billotte menace même le général allemand d'une extermination totale en cas de refus. Il transmet le message au consul de Suède Nordling qui le remet à 11h par le biais de son chef d'état-major, le commandant Fano de Lahorie. Le consul de Suède, en présence d'un officier allemand, prend le message. Il explique que le général von Choltitz est disposé à se rendre, mais sous certaines conditions. Mais certains Allemands refusent cet ultimatum car pour eux c'est un déshonneur et une humiliation. Désormais, dans la tête des Français, une nouvelle idée germe, capturer le général von Choltitz pour mettre fin au combat dans Paris. Billotte dispose donc son groupement tactique en 3 colonnes. Au centre, le groupe Lahorie qui doit attaquer la rue de Rivoli. Sur sa gauche, une seconde colonne avancera par le jardin des Tuileries et sur son flanc droit, une 3e colonne qui passera par l'Opéra pour prendre l'hôtel à revers. À 13h15, la bataille s'engage sous les arcades de la rue Rivoli. Les troupes progressent lentement entre les blocos, les nids de mitrailleuses et les chicanes des Allemands. Durant cette bataille, plusieurs hommes de la 2e DB tombent au sol. Les blessés sont évacués au poste de secours installé sur la place du Palais Royal. Au niveau matériel, 3 Sherman sont endommagés. Le Douaumont décide de faire un duel contre un panthère qui réussit à l'avoir au bout de quelques minutes. La colonne de droite nettoie le quartier de l'Opéra. Elle prend l'importante commandanture du carrefour de la rue du 4 septembre où 250 soldats allemands sont faits prisonniers. À l'hôtel Continental, 150 Allemands se rendent à leur tour et à l'hôtel Crillon et la place de la Concorde, 500 Allemands se rendent également. Les chars de l'Anglade, qui viennent de l'Étoile par les Champs-Élysées, nettoient la place de la Concorde. À 14h30, n'ayant toujours pas de réponse à l'ultimatum de Billotte, Lahorie envoie les sections des lieutenants Fanjou et Karcher à l'assaut de l'hôtel Meurice. Les Français pénètrent dans le hall de l'hôtel et brisent toute résistance. La compagnie de défense allemande se rend rapidement. À 15h, Henri Karcher arrive le premier dans le bureau du général von Choltitz qui attend debout, entouré d'une dizaine d'officiers de son état-major. Un dialogue naît entre les deux hommes. Lieutenant Karcher, de l'armée du général de Gaulle. Général von Choltitz, commandant von Groß-Paris. Le général parle-t-il le français? Il le parle peu, mais le comprend bien. Est-ce que vous vous rendez? Ya. Rendez vos armes. Les Allemands désignent leurs pistolets posés sur le bureau, puis la discussion reprend. Le général devrait rendre son épée. Le général n'en a pas. Vous avez refusé l'ultimatum qui vous a été envoyé ce matin. Vous vous êtes battu, vous êtes battu. Il y a des résistances qui se poursuivent ailleurs. J'exige que vous donniez l'ordre à tous les officiers commandant des centres de résistance de cesser le feu. Il a été procédé ainsi que la ligne Maginot en 1940. Le général allemand accepte à condition que ses hommes soient traités en soldats et qu'ils se rendent à des forces régulières. Lahorie remet son prisonnier à Billotte qui le conduit à la préfecture de police où attend le général Leclerc. Dans la salle de billard, entouré de Chaban-Delmas, de Luizet et d'autres chefs de la résistance, Leclerc accueille froidement le général von Choltitz et prononce cette phrase en allemand. Sind Sie General von Choltitz? Ich bin General Leclerc. Von Choltitz s'aperçoit dès lors que les Français en uniforme sont bien dans les troupes régulières. Roltanguy et Kriegel arrivent à leur tour et souhaitent la représentation de la résistance intérieure, car eux aussi se sont battus pour leur liberté. À la demande de Luizet et de Chaban-Delmas, Leclerc accepte de les laisser entrer dans la salle de billard. Von Choltitz tente de gagner du temps, mais Leclerc coupe court à la discussion en faisant lire une convention de reddition qui a été préparée depuis longtemps. Elle désigne en signataires le général de division Leclerc, commandant des forces françaises de Paris, et le général von Choltitz, commandant des forces allemandes dans la région de Paris. Leclerc signe la reddition alors qu'il n'est qu'un simple général de division. Normalement, ça aurait dû être le général Gerhoff, car il a le même grade par équivalence que le général von Choltitz. La reddition ne mentionne pas les alliés qui ont associé leurs forces pour la libération de Paris. Encore une fois, le politique prime sur le militaire, car Leclerc n'a fait que suivre les instructions de De Gaulle. Le général Leclerc signe au nom du gouvernement français et non en tant que général impliqué dans une chaîne hiérarchique. Roltanguy souhaite signer cette reddition au nom des FFI. Leclerc refuse car en tant que gouverneur militaire et commandant de toutes les forces de Paris, sa signature couvre l'ensemble des combattants, qu'ils soient FFI ou FFL. Roltanguy cède face à cet argument. De ce fait, à 15h30, seuls 2 généraux apposeront leur signature sur les 2 exemplaires de la convention, celle de von Choltitz et de Leclerc. Le texte stipule:
le général allemand doit donner immédiatement au commandant des points d'appui l'ordre de cesser le feu et de hisser le drapeau blanc. Les armes seront rassemblées, le personnel rassemblé sans armes dans un endroit dégagé, attendant les ordres. Les armes seront intactes. Les dépôts seront livrés intacts avec leur comptabilité. Une fois les conventions signées et les ordres transmis, les militaires de la Wehrmacht qui continueraient le combat ne relèveront plus des lois de la guerre. Von Choltitz prévient qu'une partie des soldats allemands ne relève pas de son commandement. Leclerc fait ajouter ces quelques lignes. Toutefois, les cas des soldats allemands se trouvant à Paris ou le traversant et ne relevant pas du général sera examiné équitablement. Leclerc conduit Von Choltitz dans son scout-car jusqu'à son QG à la gare Montparnasse pour rédiger les ordres qui doivent être transmis à la vingtaine de points d'appui allemands qui résistent encore dans Paris et en banlieue. Arrivé à la gare vers 16h, le général Von Choltitz fait un léger malaise cardiaque. Il demande à boire un verre d'eau, mais le lieutenant se trouvant à ses côtés hésite car il craint que le général ne se suicide. Von Choltitz lui répond froidement. On ne fait pas cela chez nous. Au même moment, Kriegel revient à la charge et estime qu'il est scandaleux que le général Leclerc ait signé l'acte de capitulation seul en ignorant Rol-Tanguy. Le préfet Luizet intervient et Leclerc cède pour qu'il y ait une signature de plus en bas de l'acte de capitulation. Guibon se charge de corriger l'acte de capitulation en y mettant le nom de Rol-Tanguy, chef des FFI d'Île-de-France, qui apparaît en haut du texte et précède même celui de Leclerc, qui est réduit à la qualité de commandant de la 2e DB. En bas du texte se trouve désormais la signature de Rol-Tanguy, mais on ne demande pas à Von Choltitz de signer ces modifications. Vers 20h, on conduit Von Choltitz au PC de Barton, où se trouve également le général Gerhoff. Le lendemain, le général allemand est conduit au général Bradley, où ils vont avoir un entretien, puis il sera envoyé aux États-Unis pour être parmi les prisonniers de guerre. Plus tôt dans l'après-midi, à 15h, le général de Gaulle quitte Rambouillet pour entrer dans Paris à son tour. Il arrive à 16h15 à la gare Montparnasse, juste après l'incident de la signature sur l'acte de capitulation. De Gaulle est accueilli par le général Leclerc, Rol-Tanguy et Chaban-Delmas. Il découvre l'acte de capitulation corrigé. Soudainement, il fronce les sourcils et s'isole avec le général Leclerc pour lui reprocher d'avoir accepté la signature de Rol-Tanguy. D'abord, cela n'est pas exact. D'autre part, vous êtes dans l'affaire l'officier le plus élevé en grade. Par conséquent, seul responsable. Mais, surtout, la réclamation qui a conduit à admettre ce libellé procède d'une tendance inacceptable. De Gaulle lit ensuite à Leclerc la proclamation que le CNR a diffusée le matin même, qui ne fait aucune allusion à sa personne ni au GPRF. Leclerc prend conscience de son erreur, mais ça n'empêche pas de Gaulle de donner l'accolade à ce noble compagnon. Désormais, l'ordre de Von Choltitz doit être transmis aux dernières forteresses allemandes. Le texte rédigé en allemand stipule « Ordre ! La résistance dans les secteurs des points d'appui et dans les points d'appui eux-mêmes doit cesser immédiatement !» Les équipes mixtes partent en jeep pour transmettre cet ordre écrit de la main de Von Choltitz. Mais leur mission ne sera pas facile, car une foule dense est là pour partager sa joie et sa colère. Les snipers ne facilitent pas la tâche également. À chaque tir, la population cède à la panique. Quelquefois, il arrive que les snipers tirent sur les colonnes de prisonniers allemands. Les 700 Allemands qui se trouvent au Sénat ne souhaitent pas se rendre, car ce sont des SS. Le commandant allemand fait comprendre au colonel Crépin qu'il n'est pas sous l'autorité du général Von Choltitz. Les SS vont donc continuer à se battre férocement jusqu'à 18h30, heure à laquelle la réduction prend effet. À l'heure fatidique, certains d'entre eux fondent en larmes et l'un d'eux se suicide. À Vincennes, les Allemands font prisonnier le capitaine Pi et l'emmènent avec eux pour couvrir leur retraite hors de Paris. Mais la capitulation concerne uniquement les forces allemandes qui sont sous les ordres du général Von Choltitz. Par exemple, les 2600 soldats allemands qui sont installés dans le bois de Boulogne et disposent d'artillerie ne se rendront que le lendemain. Comme les unités allemandes autour de Paris, qui ne sont pas concernées par cet ordre de cesser le combat. Le combat continue toujours autour de Paris. Le général de Gaulle, quant à lui, laisse le général Leclerc à la gare Montparnasse. Accompagné de Le Troquer et du général Juin, il se rend ensuite au ministère de la Guerre qui se trouve rue Saint-Dominique où il va s'installer. Tous les FFI présents dans le bâtiment devront sortir car désormais le bâtiment symbolise l'État. Aussitôt installé, De Gaulle reçoit les responsables de l'État qu'il est en train de recréer, le préfet de police Luizet et les membres de la délégation générale avec Parodi à sa tête. Les questions les plus urgentes sont à l'ordre du jour, comme le maintien de l'ordre dans une ville en ébullition, car De Gaulle a subi une fusillade lors de son trajet de Montparnasse à la rue Saint-Dominique, ou encore le ravitaillement. Surtout, De Gaulle souhaite le lendemain un défilé qui donne des sueurs à Parodi et Luizet, car les deux hommes lui exposent le problème avec le CNR, qui n'aime pas être tenu à l'écart de tels événements. De Gaulle le sait, mais il compte aller les voir après sa visite à la préfecture de police pour s'assurer de la fidélité des policiers.
À 19h, il se rend en voiture à la préfecture de police et à 19h15, au milieu d'une foule, il traverse la Seine en compagnie de Parodi, Juin, Le Troquer et Luizet pour se rendre à pied à l'hôtel de ville où le reçoivent le préfet de la Seine Flouret et les membres du CNR et du CPL. Il écoute les discours de Georges Maran, l'un des dirigeants communistes du CPL, Georges Bidault, le président du CNR, puis c'est au tour de De Gaulle de prendre la parole. De Gaulle salue Paris, mais ne remercie pas la résistance et ne cite pas le CNR. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Georges Bidault s'adresse à De Gaulle pour qu'il proclame devant le peuple le retour de la République. Mais De Gaulle refuse sèchement car pour lui, la République a toujours existé, et ce depuis le 18 juin 1940. La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale ont été incorporés tour à tour à cette République. Pour lui, Vichy a toujours été nul et non avenu. Il rappelle : « Moi-même suis président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ?» Face à ce refus, certains des membres du CPL envisagent de proclamer eux-mêmes la République. Mais De Gaulle va se rendre à la fenêtre de l'hôtel de ville où il est acclamé par une foule euphorique. Pendant ce temps, le général Leclerc s'installe aux Invalides où il remet au général Koenig ses fonctions de gouverneur militaire de Paris. Le général Guéroff demande à Leclerc de faire mouvement vers le nord pour stopper la contre-attaque allemande qui se prépare. Mais De Gaulle a chargé le général Leclerc d'une nouvelle mission. La 2e DB va devoir assurer le service d'honneur de la descente des Champs-Élysées qui doit avoir lieu le lendemain. C'est un choix stratégique venant de Gaulle. En conservant la 2e DB à Paris, il montre son autorité. Il va demander également au ministre d'Alger de le rejoindre le plus rapidement possible et au général Eisenhower de dépêcher 2 divisions américaines dans la capitale. Ike ne peut pas accepter, mais dès qu'une division ou unité montera au front, elle traversera Paris. 26 août 1944, durant toute la matinée, le général Leclerc va rendre visite à ses blessés et à De Gaulle, au ministère de la Guerre, pour peaufiner les derniers détails du défilé. Lors de son déjeuner aux Invalides, un officier de liaison américain apporte un nouvel ordre du général Guéroff. Opérant sous mon commandement direct, vous ne devez pas accepter d'ordre venant d'autres sources. Je crois savoir que vous avez reçu du général de Gaulle l'instruction de faire participer vos troupes à une parade, cet après-midi à 14h. Vous ne tiendrez pas compte de cet ordre. Les troupes sous votre commandement ne participeront pas à la parade, ni cet après-midi, ni à aucun moment, sauf sur ordre que j'aurai signé personnellement. Le général Leclerc réplique en disant qu'il n'y a pas de défilé et que la 2e DB demeure à ses postes de combat de l'Étoile, à la Concorde et Notre-Dame. Fou de rage par l'audace du général français, Guéroff pense à le faire passer en cour martiale, mais on sait aujourd'hui qu'il s'abstiendra. À 15h, De Gaulle arrive à l'Arc de Triomphe où il dépose une gerbe aux soldats inconnus. Le général Leclerc dispose les chars de la 2e DB tout le long du parcours, sur la place de l'Étoile, au rond-point des Champs-Élysées, à la Concorde, jusqu'à Notre-Dame. Ce système doit montrer quel rôle a joué la 2e DB dans la libération de Paris, mais protéger le général de Gaulle. Leclerc reste en contact radio avec le groupement tactique Roumianzov, qui se trouve plus au nord pour parer à toute éventualité d'une contre-attaque allemande. À 15h18, le cortège se met en route avec à sa tête le général de Gaulle. La résistance et l'État sont ensemble pour descendre les Champs-Élysées. Une foule de soldats, de pompiers de Paris, de secouristes, de motocyclistes et même un huissier forment une chaîne humaine qui n'a encore jamais été vue sur cette avenue. Des millions de personnes sont autour pour contempler ce spectacle. On entend des cris comme « Vive de Gaulle » ou « Vive la France ». Les Espagnols de la 2e division blindée ont déployé un immense drapeau de la République espagnole. Face à cette foule que De Gaulle salue, il écrit dans ses mémoires : « Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer. Une foule immense est massée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Les toits sont aussi noirs de monde. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante, dans le soleil, sous le tricolore. Je vais donc, ému et tranquille au milieu de l'exultation indicible de la foule, sous la tempête des voix qui font retentir mon nom. Il se passe, en ce moment, un de ces miracles de la conscience nationale
un de ces gestes de la France qui, parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire. Une fois arrivé à la Concorde, De Gaulle monte dans une voiture qui le conduit à l'hôtel de ville où il salue et écoute la musique de la garde républicaine. Il se rend ensuite à la cathédrale Notre-Dame. Les coupures de courant interdisent l'utilisation de l'orgue, du coup c'est le Magnificat qui est joué. Durant toute l'après-midi, De Gaulle va essuyer des coups de feu. Dans la rue de Rivoli, sur la place de l'hôtel de ville et maintenant sur le parvis de Notre-Dame. Les tirs proviennent des toits. Les FFI et la 2e DB répondent à l'arme lourde. Dans toute la ville, la psychose des tireurs sur les toits règne, où on voit la foule paniquer, puis une fois les coups de feu terminés, redevenir une foule en liesse. Quand De Gaulle entre dans la cathédrale, les coups de feu retentissent et les tirs proviennent des tribunes. Tout le monde se couche au sol, sauf De Gaulle et quelques personnalités présentes au moment des tirs. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas qui a tiré. Plus tard, lors de l'écriture de ses mémoires, De Gaulle pense à des provocations de tireurs communistes. Mais la thèse de l'implication communiste n'a jamais été confirmée, même après l'ouverture des archives du PCF. Même si les communistes avaient voulu assassiner De Gaulle, pourquoi avoir raté leur cible qui était à 20 mètres ? Pourquoi avoir tiré vers le ciel plutôt que vers la grande silhouette de Gaulle ? Selon certains, ces tirs ne proviennent pas des communistes, mais des miliciens ou des collaborateurs. Car même encore le 26 août, des miliciens sont arrêtés et même des Allemands dans certains quartiers de Paris. Dans les archives des pompiers de Paris, on peut confirmer que les miliciens isolés et revanchards sont impliqués lors des tirs dans les rues de Paris, semant la panique. Ces mouvements de panique ont fait 300 blessés et la grande majorité ne provient pas des tirs entendus mais simplement de la foule qui se bouscule. Mais la plupart des coups de feu sont échangés entre les policiers et les soldats de la 2e DB qui cèdent eux aussi à la panique. Même les plis d'un drapeau tricolore enroulé dans sa hampe a été confondu avec une mitraillette. La nouvelle de la libération de Paris fait écho partout dans le monde. À Londres, on fait sonner toutes les cloches pour célébrer cet événement. À New York, la foule se réunit à Times Square pour célébrer cette nouvelle victoire. La nouvelle fait même écho dans les camps de concentration, comme Dachau ou Buchenwald, où la Marseillaise retentit dans les baraquements pour rendre hommage à la libération de Paris. Pourtant, au soir du 26 août, la 2e DB doit repousser une contre-attaque de blindés au nord de Paris, dans le secteur de la Porte de la Chapelle. Dans la nuit du 26 au 27, la Luftwaffe bombarde à l'aveugle Paris et sa banlieue en guise de représailles. 150 appareils lâchent plus de 1000 bombes incendiaires sur la capitale. Les dégâts sont considérables. La halle aux vins est en feu, l'hôpital Bichat est touché et plus de 400 immeubles sont détruits ou subissent des destructions importantes. Lors de ce bombardement, 123 personnes perdent la vie et 466 blessés sont à déplorer. D'autres bombardements ont lieu dans les banlieues nord comme à Ivry, Charenton, Saint-Maur, Les Lilas, Saint-Denis ou Saint-Ouen. 80 personnes perdent la vie et 422 blessés civils sont une nouvelle fois à déplorer. Les Allemands forment un arc de cercle défensif du nord à l'est de la ville qui relie le Bourget à Champigny en passant par Stein, Vincennes et Montreuil. Dans la banlieue nord, on note de nombreuses exactions contre la population civile et des otages sont fusillés. Les Allemands utilisent également des civils comme des boucliers humains sur leurs blindés. Finalement, la bataille dans Paris et ses banlieues continue encore. Le 27 août 1944, le général Leclerc, fidèle à lui-même, déménage son PC de la gare Montparnasse à la Porte de la Chapelle, pour être au plus près de la zone de combat. Après de durs combats, le groupement tactique de Diot libère Saint-Denis et le groupement tactique de Langlade avance vers Montmorency. La 4e division d'infanterie américaine nettoie le bois de Vincennes et la boucle de la Marne. Le 28 août 1944, De Gaulle reçoit à Paris les grands chefs américains et explique au général Eisenhower qu'il souhaite conserver la 2e DB à proximité de Paris pour le maintien de l'ordre, et il approuve que le grand quartier général allié s'installe à Versailles. Le général Guerhoff, lui, remet au général Koenig ses fonctions de gouverneur militaire. Le 29 août 1944, la 27e division d'infanterie allemande est délogée de la forêt de Montmorency et du Bourget, où elle avait toujours le contrôle de l'aérodrome. Et Paris est toujours prise pour cible par les Allemands. Un V1 tombe sur Chatou le 2 septembre et les tireurs sur les toits continuent également à sévir jusqu'à cette date du 2 septembre. Ce même jour, la 28e division d'infanterie américaine défile à son tour sur les Champs-Élysées, de l'Étoile jusqu'à la Concorde. Ce défilé va impressionner les Parisiens, surtout que la situation dans la capitale n'est pas encore complètement apaisée. Paris n'est entièrement sous contrôle que le 30 août, date où l'on peut considérer que la bataille de Paris s'achève enfin. La 2e DB, quant à elle, quitte Paris le 7 septembre 1944 pour poursuivre son avancée vers Strasbourg, le prochain objectif du général Leclerc, qui compte bien honorer la promesse faite à ses hommes à Couffra. Le bilan des pertes humaines lors de la bataille de Paris est difficile à établir, mais selon les différents auteurs et sources, la 2e DB dénombre du 24 au 27 août, en banlieue et à Paris, 130 tués, 319 blessés et 21 disparus. Pour les FFI, le chiffre est plus incertain, mais on estime qu'il y a eu 3400 morts et 5500 blessés. Du côté allemand, on dénombre 2800 tués et 4900 blessés.
D'après Rol-Tanguy, les Allemands ont perdu 35 chars, 7 automitrailleuses et 19 canons qui ont été détruits ou pris par les FFI. La 2e DB, quant à elle, a perdu 35 chars, 6 canons automoteurs et 111 véhicules divers. Et bien sûr, lors de ce documentaire, vous avez certainement remarqué que nous n'avons pas beaucoup parlé des explosifs sur les monuments de Paris. Le problème, c'est que le témoignage des différents acteurs de la Libération ne concorde pas. Le plus intéressant est le témoignage du commandant Paulingue, des régiments des sapeurs-pompiers de Paris. En août 1944, il était lieutenant. Il appartenait au groupe de résistance Sécurité parisienne et il était chargé de surveiller les ponts. En 1974, lors d'une émission de télévision, il a affirmé qu'aucun bâtiment ni aucun pont de Paris n'avait été miné par les Allemands. Et son équipe a trouvé des charges qui n'étaient pas très puissantes et non reliées entre elles dans les caves du Sénat. Les historiens affirment également que von Choltitz n'a pas obéi aux ordres d'Hitler pour détruire Paris, car une fois capturé, von Choltitz a raconté qu'il a reçu 2 ordres de destruction qui venaient personnellement d'Hitler. Le premier, le 15 août, où les équipes de minage de la 91e division aéroportée sont acheminées vers Paris et qui transportent avec elles des bombes d'aviation et des torpilles de marine. Et le 2e ordre est donné le 22 août par Hitler pour transformer la ville de Paris en un tas de décombres. Mais encore une fois, von Choltitz diffère l'ordre et ne l'exécute pas. Von Choltitz et son chef d'état-major von Unger ont confirmé qu'il n'y avait aucune mine, ni aucun explosif placé sur les ponts ou sur les bâtiments de la ville. Il a indiqué en revanche aux libérateurs l'emplacement de tous les stocks d'explosifs dans Paris. Et puis dans les archives de la 2e DB, il n'y a aucune mention de déminage par les équipes du génie dans la ville. Donc est-ce que les mines et les explosifs posés sur les bâtiments relèvent du mythe pour que ce soit sensationnel au cinéma? Il n'est pas à exclure que quelques mines aient pu être posées, mais l'ordre de les activer n'a jamais été donné. Si vous vous souvenez, une légende est née autour de cette bataille, la fameuse phrase d'Hitler qui demande au téléphone à von Choltitz « Paris brûle-t-il ?», qui a fait l'objet du titre du film sorti en 1966 sur grand écran. Eh bien, elle n'a jamais existé. Du moins, von Choltitz affirme n'avoir jamais reçu ou entendu un tel ordre venant d'Hitler. Est-ce que von Choltitz a été le sauveur de Paris? Le général allemand se considère comme le sauveur dans ses mémoires, mais chacun aura sa propre opinion sur le sujet. La seule chose qui est sûre, c'est que la bataille de Paris va rester encore pendant longtemps dans les mémoires collectives. Les FFI, les forces françaises libres, et une division américaine se sont battus pour libérer la capitale. Mais la 2e division blindée, commandée par son patron, le général Leclerc, restera les légendes vivantes de la bataille et la libération de Paris. Paris libéré par des hommes et femmes devenus des héros, que nous ne devons jamais oublier.